Le vent de l'histoire. Jacques Mérican. Bonjour. L'histoire est passionnante pour ce qu'elle raconte, mais plus encore pour ce qu'elle cache. Vous avez tous entendu parler de ces photos officielles soviétiques où, de temps à autre, on gouachait habilement un personnage pour qu'il disparaisse sur le cliché d'un cortège officiel ou d'une tribune, et pour que, plus jamais, on ne sache que ce personnage avait été important. En somme, on réécrivait l'histoire. Ce fut vrai en Union soviétique, bien sûr. Ce fut vrai dans toutes les dictatures. Ce fut même vrai, et il faut bien dire que c'est particulièrement attristant, dans les toutes jeunes nations qui accédaient à l'indépendance à partir des années 60. Ainsi, c'est le cas de l'Algérie dont nous allons parler aujourd'hui. Tout le monde a entendu parler de Ben Bella, ou bien de Boumedienne parmi les pères de l'indépendance. Déjà, Ferhat Abbas, on en a beaucoup moins parlé. Et même Haït Ahmed, que l'on peut voir de temps à autre dans les rues de Lausanne faire ses courses, puisqu'il vit parmi nous maintenant, a été un peu oublié. Et je crains que ces oublis ne soient pas très justes. Ces hommes ont beaucoup donné à leur pays. Ils ne sont presque plus sur la photo. Mais alors, s'il y en a un dont on a gommé la silhouette sur ces clichés, c'est bien Messali Hadj. Il est né en 1898 et mort en 1974. On voudrait dire de lui qu'il est le De Gaulle de l'indépendance algérienne, mais ça n'est pas vrai. Parce qu'on l'a tellement écarté, parce qu'on a tant tué de ses partisans, qu'il n'a pas pu s'imposer à la différence du général de Gaulle en France. Et puis, ce ne sont pas des années qu'il a passées en prison, non, pas des années, ce sont des décennies où il a été à l'isolement tant il faisait peur au pouvoir colonial. Et il faut dire que la prison tout de même, c'est très efficace pour couper un homme de ses troupes. Mais il reste des vérités dont il serait équitable qu'elles se trouvent dans les livres d'histoire des jeunes Algériens. Messali Hadj est un homme qui, dans l'entre-deux-guerres, donna une énorme popularité à l'idée d'indépendance. Des dizaines de milliers d'Algériens se déplaçaient pour l'écouter. Et dans ce temps-là, on était sur le fil du rasoir. On ne refait pas l'histoire, mais il est difficile de ne pas penser que si alors, dans ces années 30, les colons avaient été plus ouverts, s'ils avaient accepté une représentation plus équitable des populations locales, s'ils n'avaient pas été, au total, si aveugles, l'histoire aurait pu changer de cours. Ce sont les discours de Messali Hadj qui ont montré aux Algériens que, hélas, il y avait une obstination du côté des colons et qu'il n'y avait pas d'alternative à l'indépendance. Tenez, justement, Messali Hadj, le voici. Il est au micro de Radio Lausanne. Remarquez comme ses propos sont posés. Nous sommes en 1960 et en quelque sorte, il définit ce qu'a été sa vie. Je vous dirais, je suis moi-même le fondateur du nationalisme algérien et l'organisateur de ce peuple pour le combat pour sa liberté. Il est évident que j'ai parlé du nationalisme algérien et aussi j'ai parlé avec un langage très énergique, puisqu'on m'a qualifié à l'époque d'agitateur, d'extrémiste, quelquefois, d'ailleurs à tort, de panislamiste, de panarabiste. Eh bien non, il fallait que j'emploie des moyens pour réveiller notre peuple. Et une fois réveillé, et une fois la matière prête, on essaye de lui donner la forme que l'on veut. Eh bien, autour de cette vie mouvementée, j'ai donc d'une part créé ce nationalisme, mais aussi j'en ai éduqué le peuple. Et je lui ai appris
a pratiqué un nationalisme libérateur. Un nationalisme qui ressemble à ceux des Français de 1789. Mais Sally Hadj avait une fille, Janina. Elle est aujourd'hui une charmante vieille dame que j'ai rencontrée dans le hall d'un hôtel parisien. Elle vient de publier aux éditions Rive-Neuve Une vie partagée avec Messali Hadj, mon père. Alors bien sûr, elle a pour lui l'immense tendresse d'une fille pour son père. Il faut prendre son propos en ne l'oubliant jamais. Mais après tout, après tant d'années d'oubli soigneusement organisé, après tant de meurtres des partisans de Messali Hadj, on peut bien faire aussi une petite place à son témoignage. Janina Messali Benkelfat, on va parler bien sûr de votre père, mais d'abord peut-être de l'absence de votre père, parce que ce que nous avons à raconter, c'est à la fois la vie de votre père et puis l'oubli de votre père dans l'histoire officielle de l'Algérie, et c'est peut-être ça le plus important. En quelque sorte, votre père a été gommé. Vous avez été sa principale collaboratrice. J'aimerais savoir, avant que nous n'entrions dans le détail, comment vous le vivez. Ça fait un moment qu'on a gommé. Vous êtes très aimable d'employer gommé. Parce qu'il a été... il a été évacué, et de la politique et de l'histoire avec violence. On est loin du gommage. Il faut rappeler par exemple que votre père a été l'objet de tentatives d'attentat. Un de ses gardes du corps est mort pour s'être opposé à cela. Et au fond, c'est le sens d'un combat que vous menez maintenant. Essayez de le faire rentrer dans l'histoire. Oui, absolument. Absolument. Je suis à l'âge où je dois laisser derrière moi des écrits pour expliquer aux générations futures que leur histoire est beaucoup plus complexe qu'ils ne pensent. Messali Hadj naît à Tlemcen à la fin du 19e siècle. Est-ce que vous pouvez nous raconter sa jeunesse, ce qui va le former? C'est un personnage assez extraordinaire au sens premier du terme. Comme vous dites, il naît à la fin du 19e siècle et il va subir toutes les grandes idées, il va les vivre. Et sans avoir fait les études académiques classiques qui auraient pu évidemment le faire appréhender les bouleversements du début du XXe siècle. Votre grand-père était cordonnier et votre père, qu'est-ce qu'il fait comme étude? Il va d'abord à l'école coranique parce que Tlemcen est une ville particulière où il y a beaucoup de confréries religieuses et elles sont nombreuses et diverses. Ça s'organise autour de ces confréries, ça s'organise par famille. Et la famille de mon père et les familles adjacentes appartiennent même toujours aujourd'hui, à la confrérie des Darqawa. Darqawa, c'est une confrérie pour l'époque, entre guillemets, moderniste et assez égalitaire. C'est déjà, si vous voulez, une ouverture sur le questionnement. Et c'est la première ouverture sur le questionnement. Ensuite, il y a l'école coranique, parce qu'évidemment, il faut connaître le Coran, et la philosophie, et le savoir-vivre. Et c'est le premier instrument de l'éducation. Et ensuite, déjà, dès le début du XXe siècle, l'enseignement du français se faisait à Tlemcen par des instituteurs algériens. Mon père a eu un instituteur algérien qui s'appelait Monsieur Ben Aboura, qui est une famille qui existe toujours. Ce qui est amusant du reste, si j'ai bien lu, c'est que votre grand-père avait dit à votre père « Tu apprendras le français pour lutter contre les Français ». Absolument, absolument. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé pour plusieurs générations d'Algériens.
Ça a été la manière de pouvoir s'inspirer des Lumières. Il a quitté l'école assez tôt parce qu'il appartient à une famille assez humble et il a dû aller travailler pour aider un petit peu, comme on dit, à faire bouillir la marmite. Et il a quitté l'école à 14 ans, puis il est allé travailler dans la famille. Il y avait des commerçants qui l'ont employé, etc. Il a fait beaucoup de sport, il était artiste aussi puisqu'il jouait du violon. Et il a rencontré, dans le cadre de ses fonctions dans une grosse épicerie qui était très cotée à Tlemcen, il a rencontré une dame française qui s'appelait Madame Quatoux, qui venait y faire ses courses. Et elle était tellement chargée qu'il l'a accompagnée avec ses paniers jusqu'à chez elle. Et cette dame, comme diraient les Québécois que j'aime beaucoup, est tombée en amour. Vraiment, elle a trouvé ce garçon charmant, etc. Et c'est comme ça qu'il a pénétré cette famille, qu'il a accueillie tout à fait affectueusement, qu'il n'avait pas d'enfant du reste. Et là, alors, il est passé à autre chose. Il est passé à la compréhension de l'autre. Parce que les relations entre les Français et les Algériens étaient étanches à ce moment-là. Donc là, il a pénétré, il a vu les usages, il a vu les pratiques de l'hygiène, il a vu comment parler directement des choses, etc. Et il a amélioré son savoir à ce moment-là. Et il a perfectionné son français. Et Madame Quatoux lui faisait faire des dictées. Et il s'est amélioré déjà beaucoup. Il y a eu la conscription, il a fait son service militaire à Bordeaux, donc il a quitté l'Algérie. Il arrive à Bordeaux en 18, puisqu'il est né en 98, il arrive à Bordeaux. Ça, c'est un grand choc. C'est un grand choc. Il aime beaucoup ses paysages, il adore Bordeaux, il a adoré Bordeaux toute sa vie, jusqu'à la fin de sa vie. Et ça a été une grande expérience pour lui. Alors, il faut dire que ça va très loin, puisque votre père a épousé une Française, ce qui n'est pas banal. Oui, et cette Française, il la rencontre chez Madame Quatoux, parce que Madame Quatoux va devenir veuve, va quitter l'Algérie, va s'installer à Paris, et à la première permission, il va la rejoindre, parce qu'il la considère comme sa seconde mère. Il va la rejoindre à Paris, pensez-vous, il monte à Paris, et il est monté à Paris. Et là, il va dîner, évidemment, chez Madame Quatoux, il pensait à l'émotion, etc. Et après le dîner, Madame Quatoux lui dit « Ma petite voisine, parce que cette dame vit toute seule, Madame Quatoux, ma petite voisine va venir boire une tisane. » Eh bien, la petite voisine est devenue Madame Messali. Il faut, Janina Messali, que nous mettions un peu en scène le climat intellectuel de ce temps-là, parce qu'au fond, on voit dans ce que vous êtes en train de dire et dans ce qu'on peut lire sur le sujet deux choses. Bien entendu, tout le combat de votre père, c'est contre la colonisation française. Donc, en clair, pour faire court, il n'aime pas les Français. Mais d'un autre côté, vous venez de nous raconter comment il a épousé une Française. Il faut rappeler que Ben Bella, par exemple, avec lequel il sera en coquetterie, Ben Bella a été décoré par le général de Gaulle pour cette guerre. Donc, il y a une espèce d'attitude quand même à ce moment-là, un peu entre deux vis-à-vis du colonisateur. Est-ce que je me trompe ? Oui, vous vous trompez. Bourguiba a épousé une Française. Ferhat Abbas a épousé une Française. On peut être anticolonialiste et adorer la France. Toute l'ambiguïté réside dans ce que je viens de dire. La colonisation est l'objectif aussi bien de Bourguiba que de Messali et des autres, et que tous ces gens-là ont fait leurs études en France, ont épousé des Françaises. Et pensez donc, par exemple, si Loisani et Messali ont fréquenté le Parti Socialiste, le Front Populaire, ont rencontré Léon Blum, et il s'agit de rester amis et de garder des relations préférentielles avec les Français, avec la France. Et il s'agit d'abattre la colonisation, c'est ça l'objectif. Il ne faut pas se tromper de cible. Le vent de l'histoire
sur la première. On retrouve Messali Hadj. Au départ de la révolution algérienne, il n'y a eu que du MTLD. Certaines crises sont venues par la suite, FLN, mais en réalité, ce sont les hommes que nous avons éduqués au cours de ces 40 années de lutte, n'est-ce pas, et qui ont participé à la révolution. Ce combat contre la colonisation va commencer au milieu des années 30 à travers une organisation qui s'appelle l'Étoile nord-africaine, dont votre père est l'instigateur. Peut-être faut-il nous donner un portrait de tout le bouillonnement intellectuel qui se passe à ce moment-là, en particulier autour de cette organisation. C'est un moment historique fantastique. L'Étoile nord-africaine est née en 26. On n'est pas très loin de la révolution bolchevique, qui a eu un effet considérable, planétaire, qui a donné aux exploités le goût de vivre. Et les colonisés se sont sentis concernés. Vous voulez dire par là que la génération de votre père, la grande lumière de l'Est, comme on disait lorsqu'on parlait de la révolution bolchevique, est liée sensible. Il faut rappeler que votre père était membre du Parti communiste. Il a eu une carte de sympathisant. Mais enfin, il était très proche. Si. Et vous savez, à Bordeaux, quand il a ouvert le journal L'Humanité, il a eu une révélation, quoi. Donc il a fallu appréhender tous ces problèmes-là. Il a dû continuer à s'instruire à Paris, à la Sorbonne en tant qu'auditeur libre, au Collège de France, etc., à fréquenter les cercles d'idées et autres, pour maîtriser tous ces problèmes-là. Donc bon, c'est évident que la révolution bolchevique, et ça a été d'une importance capitale, puisque vous parliez des années 30, il y a une rupture, il y a le stalinisme naissant. Là, Messali et ses camarades de l'Étoile nord-africaine vont prendre définitivement leur liberté et leur distance du Parti communiste. Parce qu'évidemment, il ne s'agissait pas de remplacer la domination coloniale française par une domination politique stalinienne. Donc, à partir de là, lui, il avait viré sa cutie. Alors je reviens à cette étoile nord-africaine. Est-ce que vous pouvez nous donner une mesure du bouillonnement qu'il y a autour de cette étoile nord-africaine, puis du parti du peuple algérien, et puis ensuite il y aura ça intéresse beaucoup de monde, il y a une mobilisation forte. Oui. Écoutez, les colonisés, comme on disait à l'époque, les colonisés, à travers l'étoile nord-africaine et dans l'étoile nord-africaine, apprennent à faire de la politique. Ça, c'est important. D'abord, ici, en France, ils sont des indigènes. Ils ont un statut particulier. Et ça va leur permettre de se défendre et de réclamer des droits de citoyens. Et puis, ils vont se syndiquer. Et puisqu'ils sont dans les usines des faubourgs de Paris, ils vont se syndiquer, ils vont apprendre à s'organiser. Et là, les affaires sont lancées. On est dans le militantisme. D'abord, l'étoile nord-africaine, comme son nom l'indique, réunit les Tunisiens et les Marocains. Mais les Algériens, évidemment, sont les plus nombreux. Et puis, ils vont créer des alliances avec les Sénégalais, avec les Africains. Et puis, tout ça va s'élargir, ça va faire boule de neige. Mais forcément, les vicissitudes de la politique française font qu'il va y avoir des hauts et des bas dans les relations avec les partis politiques de gauche. Forcément, à partir du moment où l'étoile nord-africaine va prendre ses distances du Parti communiste, à l'arrivée du Front populaire plus tard, il va y avoir des difficultés. Les socialistes vont cultiver des relations avec ce parti-là, mais les communistes vont mettre les bâtons dans les roues. Et finalement, au début du déclin du Front populaire, les communistes vont exiger des socialistes qu'on dissolve l'étoile nord-africaine. Oui, ça c'est tout à fait étonnant, parce qu'enfin, aujourd'hui on lit en tout cas l'histoire officielle du Parti communiste, on a l'impression qu'il se présente très volontiers comme un parti anticolonialiste, et là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, parce que le Parti communiste devient un parti nationaliste patriotique français. Il est pour les réformes,
Il est pour les statuts de l'Algérie, de Violette. Il est pour augmenter les écoles, pour améliorer les routes. Il est pour améliorer. Il est pour un bon néocolonialisme. Mais il n'est pas pour l'indépendance de l'Algérie. Du reste, il va voter les pouvoirs spéciaux pour envoyer l'armée en 1956 à l'Assemblée nationale française. Alors évidemment, ils ont fait des manifestations à Paris, mais c'était pour la paix en Algérie. Alors évidemment, la paix n'égale pas toujours la justice. Alors vous nous avez dit d'abord l'étoile nord-africaine, puis le parti du peuple algérien. On apprend à se lancer dans le militantisme. Mais qu'est-ce qu'il faut dire, un peu brutalement, des résultats qu'ils obtiennent? Janina Messali. Ils font connaître la cause des colonisés. Ils expliquent que l'Algérie n'est pas la France, que l'Algérie c'est une entité au milieu du... À l'époque on disait l'Afrique du Nord, on ne disait pas encore le Maghreb, et que c'est une pièce importante dans le puzzle de l'Afrique du Nord. Et qu'il n'y avait pas de raison qu'on fasse de l'Algérie la France. On peut s'arranger avec les Français, mais on a besoin de notre souveraineté. On a besoin, parce que la colonisation, si elle a fait des routes, elle les a faites pour elle. Si elle a fait des hôpitaux, elle a d'abord fait pour elle. Évidemment, ces hôpitaux ont dû être agrandis parce que il était évident que si les hôpitaux n'avaient pas été ouverts aux autochtones, ça se serait mal passé, c'est certain. Mais maintenant, la colonisation, c'est la dépersonnalisation de toute l'identité algérienne. L'identité algérienne a été meurtrie par la colonisation. Écoutez, on est sorti de l'Empire ottoman. On n'a pas de chance, on a commencé avec l'Empire ottoman, et puis ensuite il y a eu les Français, c'est ça? Mais c'est un peu ça, c'est un peu ça. Mais la brutalité de la colonisation française a été terrible, c'est pas moi qui le dis. Donc bon, ce PPA va faire connaître. C'est quoi la colonisation? C'est un système. On vous met à l'école laïque, on vous sort des petits Algériens laïcs français. Parce que c'est le moule. Ça a donné une génération d'Algériens qui ont su se servir de la littérature française, de l'histoire française, de 1789 et du reste, pour s'organiser sur des idées communes, c'est-à-dire des idées universelles. Alors, on parle du messalisme. Oui. C'est-à-dire une sorte d'incarnation dans la personne de votre père, d'au fond une doctrine qui dit quoi? C'est un homme du peuple qui a eu le charisme de donner la parole pour la première fois au peuple. Il y a un rapport de Messali au peuple et du peuple à Messali qui est assez unique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que la société algérienne de l'époque était organisée de telle façon que seules les élites faisaient de la politique. Le peuple n'existait pas, que le peuple était là pour servir et que ce soit les conservateurs réunis autour de ce qu'on appelle les oulémas ou que ce soit les réformistes assimilationnistes. Il n'y avait qu'eux qui faisaient de la politique. Messali est arrivé avec le PPA dans ses poches. Le PPA est né à Paris. Les statuts ont été déposés à la préfecture de Nanterre. Et il arrive le 2 août 1936 à Alger, et c'est une date très importante pour l'Algérie. C'est le fameux discours du stade municipal de Bellecour. Il prend la parole à un meeting organisé par le Congrès musulman qui réunit cette élite dont je viens de parler. Il n'est pas invité. Il a demandé gentiment la parole et il leur a bouleversé leur meeting. Il a pris une poignée de terre, il leur a dit ça c'est pas à vendre. Ça nous appartient, ça mérite d'être défendu et à partir d'aujourd'hui on va le défendre. Il a été porté en triomphe jusqu'à la place du gouvernement de Bellecour, c'est vous dire. C'est une date fondatrice. Rendez-vous compte, un homme du peuple qui arrive avec une vision, avec un programme politique, avec un journal. Mais c'est nouveau, c'est moderne, je dirais, c'est révolutionnaire.
Et ce rapport au peuple va s'amplifier, parce qu'il va payer le prix fort de cet engagement politique, parce que le système colonial va le lui faire payer terriblement. Et ça, le peuple va pas l'admettre. Est-ce que ça veut dire aussi, Janina Messali, une organisation? Est-ce que ce PPA quadrille l'Algérie? Oui, tout à fait, tout à fait. Mon père va parcourir toute l'Algérie pendant 1 an. Va créer des cellules, des fédérations. C'est une organisation très classique, sur le type du Parti communiste ou même du Parti socialiste. Des cellules et puis des fédérations, etc. Et la maison mère, si j'ose dire, le parti dans Paris et dans la région parisienne, va se maintenir pour s'occuper de l'immigration. Mais ça y est, les idées fondées dans les faubourgs rouges de Paris sont arrivés à Alger. Quand même, il y a un clin d'œil, vous l'admettrez. Le PPA naît chez le colonisateur. C'est drôle. Ah non, mais c'est merveilleux. Et Messali s'est toujours adressé au peuple français. Dans tous ses meetings, jusqu'à la fin de sa vie, il s'est adressé au peuple. Et il a demandé son aide, il a demandé sa solidarité. C'était important. On se bat sur des idées. On ne se bat pas contre des Français ou contre un pays. On s'interrompt un instant pour prendre des nouvelles de la route. Infotrafic, RTS. Sur l'axe du Gothard, on signale 6 km d'embouteillage au portail sud du tunnel entre Quinto et Aérolo en direction de Lucerne, soit 1 heure d'attente environ. Les automobilistes à destination du nord de la Suisse peuvent emprunter l'autoroute A13 et le tunnel du San Bernardino. En direction du Tessin, les colonnes s'étendent sur 2 km au portail nord entre Wassen et Göschenen. Patience et courage. Une archive de Messali Hadj en 1962. Lorsque nous sommes arrivés au manoir de Toutevoix, près de Chantilly, où réside actuellement le président Messali Hadj, nous avons été accueillis tout d'abord par des forces de l'ordre, des soldats du contingent qui assurent la sécurité et la surveillance de ce manoir. Et en pénétrant dans le parc, nous avons rencontré des enfants qui jouaient très gaiement, très jeunes d'ailleurs, et qui cependant parlaient déjà un fort excellent français, autant que nous avons pu en juger, car ils s'intéressaient fort à notre boîte à musique et nous demandaient si véritablement elle était à nous et ce que nous allions faire. Eh bien, ce que nous allions faire, nous allions interviewer leur grand-père, le président Messali Hadj. Monsieur le Président, que faut-il penser exactement de cette résidence surveillée à laquelle vous êtes encore contraint? Eh bien, monsieur, une partie très importante de ma vie a été précisément dans la déportation, dans les emprisonnements, et je continue jusqu'à ce jour. Mais j'espère que cela va prendre fin dans le plus bref délai. Il est évident que voir un homme comme moi encore en résidence forcée, qu'alors on a ouvert les portes de prison et des camps à l'écrasante majorité des détenus politiques algériens, étonne peut-être. Mais j'ai été toujours un enfermé, et j'ai été un enfermé pour les Africains comme Blanqui a été pour les Européens. Et on a toujours dit que Messali Hadj ne sera libéré que lorsqu'on aura libéré l'Algérie. La raison, parce que l'Algérie n'est pas entièrement libre. Mais néanmoins, le geste que tout le monde attendait, c'est que tous ceux qui ont été arrêtés pour précisément activité politique en faveur de l'indépendance de l'Algérie fussent libérés avec l'armistice, après les accords d'Évian. Mais j'espère qu'en ce qui me concerne, c'est quelque chose qui va se faire dans les jours prochains. Le vent de l'histoire. Il faut, Janina Messali, que on introduise une dimension, on n'entrera pas dans le détail parce que sinon on occupe l'antenne pendant 3 heures, c'est le nombre de fois où votre père a été
emprisonné, déporté. Vous-même, vous l'avez suivi abondamment dans ces occasions, enfin pas en prison, mais en déportation. Il a par exemple été déporté à Brazzaville pendant la guerre. On peut dire, pardonnez de dire les choses comme ça, mais on peut dire que le colonisateur en fait un martyr. Il est conscient qu'il en fait un martyr, mais il est très... Le colonisateur, vous pensez? Ah oui. Il est... Alors c'est une guerre gigantesque. Non, et c'est certain qu'il en est conscient. Pour le système colonial, il est extrêmement dangereux. Il est, à chaque moment de turbulence, il est exfiltré de la scène politique. Parce que tout peut arriver s'il est là. Et ça, on le remarque depuis le tout début. Alors évidemment, les prisons et les déportations. Il a vécu 76 ans, donc on va dire, pour faire un compte rond, 75 ans. Il a eu 25 ans de liberté. Ouf. Alors faites la soustraction. C'est aujourd'hui Janina Messali qui nous sert de fil rouge. Le vent de l'histoire. Il faut, Janina Messali Benkelfat, que nous ouvrions un chapitre très différent. Nous avons dit qu'il y avait eu l'étoile nord-africaine, premier mouvement, ensuite le Parti du peuple algérien, deuxième mouvement, accessoirement alentour le Parti communiste algérien, qui est quelque part par là, et puis notre parti, quelque chose qui s'appellera le MTLD par la suite. Et il va y avoir une lutte absolument fratricide, dont d'abord j'aimerais que vous nous donniez la toile de fond. On ne comprend pas très bien. Qu'est-ce qui oppose les messalistes avec ceux qui vont gagner le FLN, le Front de Libération Nationale? Quel est le problème de fond? Messali a été longtemps absent. Il y a eu des événements qui ont marqué l'Algérie et la France. Ce sont les événements de 1945. Le 8 mai 45, il faut le rappeler, il y a eu un massacre épouvantable d'Algériens. Épouvantable. Les Algériens sont marqués par ce nombre de morts, par ce massacre, par la cruauté. On a voulu écraser une mouche à coups de canon, quoi. Et ces événements ont fait que l'administration française a kidnappé un matin Messali et l'a envoyé à Brazzaville. Il était question pour Messali, il y avait une partie des responsables qui voulaient en découdre tout de suite avec l'administration française et qui avait décidé qu'il fallait créer un gouvernement libre, clandestin bien sûr. On comprend qu'on a envie de se venger, mais c'est un peu primaire tout ça, vous comprenez. Et puis c'est pas en claquant dans les doigts que clandestinement on s'oppose à l'armée française. Un vieux pays comme la France, c'est pas comme ça que ça se fait. Donc sans préparatifs, etc. Messali a dit longtemps, on n'est pas prêt à ça. Si vous voulez ça, organisez-vous, faites des propositions, on s'en reparle. Et puis non, il voulait ça tout de suite. Messali va à un rendez-vous où il devait rencontrer des gens clandestinement, qui devaient l'emmener dans des lieux clandestins aussi. Et les personnes qui devaient venir au rendez-vous n'étaient pas là. Donc Messali rentre bredouille. Et nous étions en résidence forcée à Chelala, rentre bredouille au petit matin, se couche. Une petite heure ou deux, on tambourine à la porte. Alors là, des blindés, l'armée, la police. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Et là, il part pour un an à Brazzaville. Les bouleversements sont terribles. Les bouleversements sont terribles. Et il sera libéré avec les amnisties générales. Et il sera libéré en France en 1946. Donc là,
Il va rester se soigner parce qu'il est dans un état épouvantable. Je vous dis pas, au bout de 3 mois de soins et le temps de revoir tous ses vieux amis, de revoir Ho Chi Minh qui était à Rambouillet, des négociations de Rambouillet, et puis de revoir Bourguiba qui commençait lui aussi à s'agiter de son côté, de revoir tous ses vieux amis, de revoir les amis du Front Populaire, etc., de faire le point sur la guerre, parce que cette guerre venait de se passer, mais ça, il était en prison pendant toute la guerre, donc il a fait le point avec tous ses amis, donc il rentre en Algérie en 1946, et là, il se dit, on va passer à une autre étape, maintenant que l'organisation est forte, qu'on a des militants qui savent s'organiser, qui savent faire de la politique, il va falloir avoir un parti politique légal. Et il va falloir faire de la politique à ces gens-là pour qu'ils vraiment élever le niveau du mouvement national. Pourquoi est-ce que ces gens qui vont se retrouver autour de votre père au MTLD, pourquoi une haine d'une telle force va naître avec le FLN? Qu'est-ce qui se passe là? Ce parti légal va donner des députés, va donner des représentants dans les assemblées. Janina Messen. Va naître une bureaucratie. Et évidemment, va arriver une génération dans ce parti révolutionnaire qui va monter dans ce train qui était parti déjà depuis longtemps, qui va devenir un peu plus, tous les jours, réformiste, et qui ne va plus adhérer au programme du PPA. Mais le MTLD est créé, mais le PPA clandestin reste à côté. Il va servir d'aiguillon. Donc on avait déjà besoin d'un aiguillon. Ces jeunes générations, issues de la petite bourgeoisie, bien évidemment, vont dériver tout doucement et vont finalement se rapprocher de l'UDMA, de Ferhat Abbas, pour peut-être quelque chose par étape, pour quelque chose de différent. Au moment où Messali va croiser le fer avec cette opposition réformiste, en Tunisie, il y a des fellagas. Au Maroc, il y a une armée de libération nationale. On a enlevé le sultan du Maroc. Ce qui va l'amener à Niort, c'est ça. C'est qu'il s'est opposé à eux. Il leur a dit, je vais faire une tournée de propagande dans toute l'Algérie. Je vais apporter mon soutien aux Tunisiens jusqu'à la frontière et aux Marocains jusqu'à leurs frontières. Et ça, ils n'en voulaient pas. Les petits réformistes, ces petits genoux qui avaient un petit bachot en poche et qui n'avaient aucune expérience politique, qui n'étaient jamais sortis de l'Algérie colonisée et qui voulaient jouer un rôle parce qu'ils pensaient eux aussi que la politique c'était une affaire d'élite. On y revient. Et là, Messali fait sa tournée de propagande. Et quelqu'un comme Mohamed Arbi, que vous connaissez probablement, qui est un historien de ma génération, reconnu et qui connaît cette histoire de l'intérieur, écrit dans ses mémoires politiques, il dit je me souviens de l'arrivée de Messali à Skikda, c'est-à-dire Philippeville autrefois. Mais il dit, j'ai jamais vu autant de monde dans les rues le jour de l'indépendance de l'Algérie. Manu Militari, il est sorti du département de Constantine et il est envoyé en exil à Niort. C'est vous dire que vraiment c'était un personnage dangereux pour le colonialisme. Oui, mais alors attendez, il est dangereux pour nos amis réformistes sont libérés de Messali, font leurs affaires. Et Messali va croiser le fer avec eux jusqu'au bout, mais va arriver un moment où il va exiger un congrès. Et ce congrès se réunit à Bruxelles, c'est ce qu'on appelle le congrès d'Ornus, une petite ville de la frontière, va décider de se mettre au diapason de la Tunisie et du Maroc. C'est ce qui veut dire de passer à une phase armée. Mais comprenez-vous, Messali est seul à Niort. Et c'est là que je rentre en collaboration, parce qu'il n'a que moi. Moi, je viens de perdre ma mère, il n'a que moi.
je vais l'aider techniquement dans cette crise qui va être déterminante. Parce que cette direction bureaucratique en dérive a aussi à faire avec une organisation parallèle qui s'appelle l'organisation secrète ou l'organisation spéciale qui devait préparer la lutte armée. Elle est en délicatesse, cette bureaucratie, avec cette organisation. Et cette organisation, elle est évidemment clandestine, mais elle a été dissoute parce qu'elle a été vendue à la police, parce qu'ils ont été tous arrêtés. Ben Bella en avait la direction, Aït Ahmed aussi. Ils ont fait un coup à Oran pour prendre des sous dans une banque. Enfin, on est dans les histoires de justice. Et cette direction bureaucratique est en délicatesse avec cette organisation paramilitaire naissante. Mais Sali la protège. Et là vont agir les enjeux de pouvoir personnel qui vont se conjuguer avec d'autres enjeux stratégiques. Messali étant proscrit à Niort, le fait de déclencher la lutte armée va devenir un enjeu politique pour certains. Et certains auront, si vous voulez, l'audace d'allumer une allumette sur un feu déjà préparé, avec même un congrès qui avait décidé de le faire. Et c'est comme ça qu'un 1er novembre 54, à la surprise de tout le monde, il y a comme ça des actes terroristes qui se commettent à travers le pays, avec une déclaration en parlant de FLN, Front de Libération Nationale, qui n'a jamais été front et qui venait de naître quelque part, on ne savait pas encore où. Et nous-mêmes, nous étions proscrits au Sable d'Olonne, nous avons découvert ça, comme tout le monde, par la radio et par la presse. Mais nous en avons subi immédiatement les conséquences. Parce que le 2, nous sommes perquisitionnés, et le 5, nous sommes kidnappés, et nous sommes mis au secret. Si j'ai bien compris ce que vous venez de dire, Janina Messali, on peut dire que par conséquent, l'éclatement de la guerre d'Algérie a plus à voir avec des règlements internes au mouvement qui va devenir le mouvement de libération nationale algérien, qu'avec une intention de se confronter aux colonisateurs. Absolument. Absolument. C'est une affaire d'enjeu. C'est devenu, dans l'esprit d'une toute petite poignée de personnes, parce que vous pensez bien que les bureaucrates réformistes étaient tout à fait opposés à ce déclenchement. Eh bien, c'est devenu un enjeu de pouvoir. Et tout ce qui s'est fait au FLN, à partir de ce moment-là jusqu'à la fin, n'ont été que des enjeux de pouvoir. On n'a jamais fait de politique au FLN. Je crois qu'il faut justement donner une mesure du bain de sang que ce fut, parce qu'il y a eu à l'intérieur du mouvement des indépendantistes algériens, pour faire court, enfin, des règlements de compte sans fin. Parce que là, que ce soit en France, parce que les choses vont se situer beaucoup en France, vu que l'Algérie est quadrillée par l'armée, et qu'il est impossible d'avoir une activité quelconque. Donc les choses vont se regrouper en France. Et ces luttes fratricides dont vous parlez vont être terribles. Dans toute la France, dans le nord de la France, là où l'immigration est implantée, va être terrible. Il a fallu, pour que le FLN existe, il a fallu qu'ils abattent Messali, comprenez-vous. Politiquement, mais politiquement, ils n'avaient pas les moyens. Ils ont essayé de le déposséder du patrimoine historique qu'il avait sur les épaules. Mais c'est pas possible. Alors, on est allé dans un radicalisme insensé. Insensé. Coupable. Pas pardonnable. Pas pardonnable. Pensez-vous qu'à la région parisienne, le nombre de la Fédération de France du MTLD, c'est énorme. C'est un nombre de militants incroyable. Vous avez 500 000 Algériens en France en 53-54. Vous pouvez dire que les 3/4 sont membres du MTLD ou cotisent au MTLD. Il a fallu abattre cet homme-là. On est arrivé dans des extrémités indicibles. Le vent de l'histoire, Jacques Mourican.
Messali Hadj en 1962. Nous n'avons pas assisté aux négociations d'Évian, donc nous n'avons pas été conviés également pour discuter des cessez-le-feu. Vous reconnaissez les mesures prises par l'exécutif provisoire et vous les pensez valables, Monsieur le Président? Vous savez, ces mesures, nous ne les connaissons pas par le détail. D'abord, avec l'exécutif algérien qui est né des accords d'Évian, aussi bien que les négociations d'Évian n'ont pas été conformes au principe de l'autodétermination. On a négocié avec un seul interlocuteur valable. Or, le gouvernement français lui-même, les déclarations nombreuses du général de Gaulle ont, n'est-ce pas, toutes convergé vers une négociation avec toutes les tendances algériennes. Nous avons évidemment critiqué cette violation de l'autodétermination, mais néanmoins, nous avons quand même décidé de participer à l'édification de l'État algérien conformément au principe de l'autodétermination. C'est aujourd'hui Janina Messali qui nous sert de fil rouge. Mais finalement, à un moment donné, Janina Messali, votre père, puisque c'est comme ça, mieux vaut qu'au fond le FLN aille jusqu'au bout. Il est vrai que dans l'intervalle, on s'approche en effet grandement de l'indépendance. Oui, évidemment. Et puis vous savez, l'administration française va jouer de ces ruptures et de ce malaise et de cette guerre entre Messali. Bien sûr qu'elle va jouer. Elle va faire croire au FLN qu'elle va négocier avec Messali. Après, elle va faire croire à Messali que non, elle va dire... ça fait partie des stratégies coloniales. Bon. Et il est bien évident que de cette lutte va sortir un vainqueur et un vaincu, c'est clair. La lutte est inégale. Messali, il est proscrit politique jusqu'au bout. Eux, ils ont les voisins qui vont les aider parce qu'évidemment, c'est les vainqueurs qui prennent la donne. Et ils vont avoir tous les pays arabes, ils vont avoir ce qu'on appelle tout le tiers-monde, etc. Et puis, on est dans la guerre froide. Parce que d'abord, l'Algérie a une position géographique centrale en Méditerranée, que la personnalité de Messali dépasse les frontières de l'Algérie. Le FLN a beaucoup souffert d'être conduit par des anonymes. Beaucoup souffert. Il fallait abattre Messali. Et jusqu'aujourd'hui, vous avez des gens qui vivent dans une haine anti-messaliste inexplicable, et qui se servent de stéréotypes, de propagande centraliste de l'époque de la fameuse crise qui a divisé les tendances de ce parti, et qui les font leurs et qui s'en servent pour dire Messali, c'est etc. Mais du reste, je commence à me fâcher parce que je pense que même ce livre est annonciateur de réaction. Et dorénavant, j'ai pris la décision de porter plainte contre toutes les diffamations qui vont être colportées. Votre père, Janina Messali Ben Khelfat, décède en 1974 et sauf erreur de ma part, il a obtenu son passeport quelques mois avant. Ah oui, quelques mois avant son décès. Son décès. Absolument, oui, excusez-moi. C'est-à-dire qu'en clair, il a été gommé, l'indépendance c'est 1962, 1974 ça fait 12 ans, au fond, pendant lesquels on va faire tout ce qu'il faut pour qu'il ne puisse pas être... C'est fini. Il va finir sa vie repliée, digne, sans jamais se plaindre, et digne dans le repli familial. Et il va garder, jusqu'aujourd'hui, et aujourd'hui encore davantage depuis qu'il est mort, et il va garder tous ses vieux compagnons fidèlement, et qui viendront le visiter, qui lui écriront régulièrement. Il ne sera jamais isolé. Mais que dire de la reconstitution lente, mais enfin je crois réelle quand même,
de l'histoire algérienne pendant la guerre d'indépendance, puis depuis l'indépendance, on a quand même l'impression que on voit maintenant des travaux plus équilibrés. Oui. Ça a commencé un petit peu après le décès de Messali. L'Algérie, depuis l'indépendance en 1962, elle aussi a eu ses déboires, ses échecs, son expérience s'est faite au détriment de bien des aléas. Et plusieurs générations vont être marquées par ces échecs et par ces manquements. Il y a quand même quelques chercheurs qui vont s'atteler à se retourner derrière eux et essayer de comprendre quelle est l'origine, pourquoi on est dans un tel magma de confusion où on a perdu le fil, si vous voulez. Parce qu'on a perdu le fil. On peut dire qu'on a perdu le fil. Vous savez, c'est devenu un écheveau de laine qui est complètement embrouillé et on n'arrive plus à le rembobiner. Il faut trouver le bout du fil. Et ces gens-là sont dans le questionnement. Ils ont commencé à trouver le bout du fil, ils sont en train de tirer dessus. Ce qu'on peut lire dans les livres d'histoire scolaire, c'est très édulcoré. Jusqu'il n'y a pas très longtemps encore, Messali n'y existait pas. Mais depuis l'arrivée de M. Bouteflika dans les années 99, quand même, on en parle un petit peu plus. Mais en fait, c'est très édulcoré.